d'avancer. Il y a beaucoup, donc, comme on dit, il y a beaucoup de cadres qui travaillent sérieusement sur le terrain. Souvent, ils sont confrontés à des problèmes. Et peut-être que la solution ou la lumière va jaillir aujourd'hui. Alors, autant en parler. Je pense que c'est une opportunité qui vous est offerte pour communiquer, pour échanger. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'échanger des expériences et de voir, de voir plus clair pour mieux avancer. En termes de chiffres de recensement, c'est très différent. Là, il s'agit d'inventaire en termes d'études scientifiques très approfondies et menées essentiellement par des anthropologues. Ça relève de l'anthropologie. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, je répète encore une fois, inventaire du patrimoine immatériel, n'égale pas nécessairement recensement en termes de chiffres. C'est des véritables études scientifiques approfondies menées par des anthropologues. Shukran, merci. Le point sur le point 5 concernant les stations d'épuration, installation des stations d'épuration naturelles, je pense qu'il faut le reformuler à travers l'installation des systèmes phyto-épuratoires. Parce que là, les stations d'épuration naturelles, on peut inclure les lagunes. Les stations de lagunes, ils sont naturels, donc il n'y a pas d'intervention sur le processus, alors que normalement, peut-être il faut mettre les phyto-épurations comme système à promouvoir et à développer. Merci. Mais je sais que c'est dans ce sens-là, mais la formulation, ça donne la confusion à travers les stations d'épuration, les lagunes. Merci. Deux points qui sont soulignés dans ces recommandations, mais peut-être qu'il faudrait, en matière de formation, trouver des moyens d'impulser une dynamique de promotion de programmes dès l'école primaire pour que les enfants apprennent véritablement ce que c'est. Sinon, vous n'aurez jamais des adultes concernés. C'est bien la valorisation de la végétation et de la biodiversité naturelle. Bon, on en parle beaucoup, il y a des conventions, il y a beaucoup d'activités qui sont censées se faire, mais pas toujours en très bonne coordination. Cette biodiversité cultivée ou naturelle, bon, c'est sûr qu'il faut privilégier aussi les espèces adaptées, les espèces endémiques, mais il faut privilégier surtout l'ensemble de la population, en commençant par les enfants. Peut-être qu'il faudrait avoir des actions spécifiques vers les domaines de l'éducation pour formaliser des programmes qui conduisent petit à petit à avoir des adultes qui agissent différemment vis-à-vis de ce patrimoine matériel. Bon, je relèverai que la truffe ici, je ne sais pas, hein, mais c'est je pense qu'on parle ici du Terfest, peut-être, qui n'est pas du tout la truffe noire, bon, la truffe Tuber melanosporum, mais un autre qui fait l'objet de recherches depuis longtemps, aussi bien en Algérie que dans d'autres pays. L'Italie du Nord, d'ailleurs, possède aussi ces espèces, mais jusqu'à présent, c'est sûr qu'on n'a pas encore trouvé les filières de commercialisation ou de traitement qui permettent de les valoriser. Il y a des filières locales au niveau des gens, chacun sait faire. Hein, on peut les sécher, on peut les mettre au congélateur, on peut les utiliser à différents moments. Mais il ne s'agit pas de... Enfin, il faut être conscient que ce n'est pas la truffe noire qui est commercialisée par ailleurs. Cependant, il y a peut-être même des truffes noires en Algérie. Mais ça, c'est un autre problème. C'est qu'effectivement, l'évaluation de la biodiversité en Algérie, peut-être par manque de coordination et par manque d'interaction entre les structures chargées
des forêts, de l'agriculture, de la recherche dans les ressources biologiques, on n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour continuer à la fois les inventaires et faire du travail, disons, en collaboration. J'étais un peu étonnée de ne pas voir ici les gens du ministère de l'Environnement qui ont un centre sur les ressources biologiques terrestres, parce que et qui font des centres régionaux. Je pense qu'il y en a un qui ne doit pas être très très loin. Et bon, il y a des chevauchements, mais il faut aussi que ces acteurs puissent être présents ensemble. À propos des jardins botaniques, parcs animaliers ou préservation des espèces naturelles, bon, bien sûr, il y a des parcs nationaux. Et il faudrait, dans ces parcs-là, renforcer les législations qui permettent effectivement non seulement de protéger, mais de diffuser l'information ou de faire des formations spécifiques. Maintenant, il faut faire très attention aussi, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives en Algérie, multiples, hein, d'intervenants, soit des petits intervenants, soit des grands intervenants. Mais si on n'a pas une très bonne cohésion sur les mécanismes de protection de la flore et de la faune, et pas seulement la flore sauvage, les espèces cultivées, on a ce qui se passe en Algérie en ce moment. Il y a 2 maladies très graves du palmier et qui peuvent atteindre le palmier dattier. Ces maladies sont arrivées par les plants des variétés et des différents genres de palmiers qui sont arrivés par les sèves. Pour le moment, ça se localise dans quelques endroits, mais même ailleurs où ces maladies sont répertoriées, que ce soit en Europe ou dans d'autres, on n'a pas encore tous les moyens pour les traiter. Mais les systèmes de protection phytosanitaire et les systèmes vraiment de préservation, là, il y a eu des défaillances graves. Et donc, en important ce qu'on appelle des Washingtoniens, en important des cocos, en important, parce qu'on ne peut pas les produire au stade où quelquefois ils sont importés, ils sont grands. Donc maintenant, il y a des pépiniéristes qui les font. Il y a beaucoup de pépinières dans les régions autour d'Alger, bien entendu, parce que effectivement, les autoroutes et sont très très demandeurs, les abords des grandes villes. Mais il y a eu beaucoup d'importations de ces végétaux. Et là, ça devient très grave parce que ça menace une des productions principales de l'Algérie. Donc il y a 2 maladies qui sont actuellement signalées, en plus de celles qu'on a depuis très longtemps, qui était le bayoud. Et je voudrais attirer l'attention et voir comment faire une recommandation dans le sens effectivement de ce contrôle phytosanitaire. Malheureusement, je pense qu'on a un peu abandonné et les formations dans les établissements d'enseignement agricole ou universitaire, etc., et le corps de métier qui devrait assurer cette protection phytosanitaire. Voilà, j'étais un peu longue, je m'excuse, mais il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Si on avait un peu de recul, on pourrait mieux intervenir. Je fus quand même professeur de botanique. Et donc, responsable aussi, enfin, on a lancé très tôt cet aspect biodiversité, avant même que ça démarre ailleurs. Et je pense qu'il y a des initiatives, elles ne sont pas mises en commun. Cependant, les résultats sont quand même très très encourageants. Moi, j'ai deux préoccupations avant de clôturer pour ce qui me concerne. D'abord, sur ces aspects financiers. Je pense qu'il est important aussi que les différents acteurs au niveau national puissent avoir accès à des financements extérieurs.
pas simplement en termes de ressources financières, mais aussi en termes de coopération, de montage de partenariats, ce qui permet l'échange d'expériences. En ce sens, au niveau du mécanisme mondial, de mon programme, qui est un programme de coopération sud-sud, une de nos missions, c'est d'identifier les opportunités de financement, surtout à travers les appels d'offres, et d'informer les acteurs sur ces opportunités en vue de les inciter soit à monter des partenariats, soit à formuler des requêtes. Et je pense que nous devons, il serait intéressant qu'une recommandation nous soutienne dans ce sens pour que nous puissions informer les acteurs nationaux sur les opportunités de financement qui existent. Je pense particulièrement à l'Union européenne qui a un certain nombre d'appels d'offres. Et donc, si on s'y prend un temps, on peut essayer de monter des partenariats financiers. Mais il y a un corollaire, et c'est ma deuxième préoccupation, c'est que au cours d'une journée et demie, les gens se sont connus, ont échangé. Ma question, c'est comment pouvons-nous continuer à échanger ensemble? Il est bon d'avoir fait un rapport. Ce rapport va servir de base de travail pour les collègues du ministère de l'Agriculture. Mais vous, en tant que participants, vous avez le droit d'être tenus informés et de participer aussi aux autres activités. Donc ça, c'est ma préoccupation, c'est une question que je pose. Comment pourrions-nous continuer à travailler ensemble? Voilà les deux préoccupations que je voulais exprimer. Et donc, en conclusion, je voudrais quand même remercier tous les collègues, d'abord du ministère de l'Agriculture, et surtout ici, au niveau de la Wilaya, de la conservation des eaux et forêts, pour les efforts qu'ils ont fait, des efforts que souvent on ne mesure pas. Donc on a des fois des préoccupations qui n'ont aucun rapport avec l'importance des efforts qui nécessitent une organisation pareille. Donc je voudrais vraiment les remercier et leur faire comprendre combien nous sommes conscients de l'implication totale des collègues dans l'organisation de cette manifestation. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a de notre part un devoir de continuer l'action, et de ne pas nous arrêter à une journée et demie d'événements et on ne continue plus. Donc c'est surtout en termes de remerciements, remercier tous les acteurs. Nous serons là, nous aussi, la semaine prochaine pour un autre atelier, un atelier qui permettra à l'Algérie d'échanger sur son expérience du barrage vert. C'est un atelier sur la muraille verte qui regroupe tous les pays africains autour du Sahara sur une grande initiative de lutte contre la désertification, en particulier à travers la reforestation, mais justement suite à l'expérience algérienne notamment, dans une dimension intégrée de développement intégré en fait. Développement intégré donnant une importance particulière aux ressources naturelles. Donc voilà, nous sommes amenés à nous revoir dans quelques jours d'ailleurs, ici à Boussaada et à Msila. Et je voudrais aussi vous remercier tous pour votre engagement et les amis qui sont venus de l'étranger et qui ont accepté et sont présents pour partager avec nous cette expérience. Merci. Monsieur Brahimi, donc c'est nous également qui vous remercions. Comme on le sait, une rencontre ne vaut que par la visibilité qu'elle donne. Je pense que les différents participants que je remercie ont pu au moins échanger leurs connaissances, leur expérience et ont découvert, chacun à sa manière, une traduction d'un certain nombre d'idées que tous nos cadres, disons, réfléchissent. Mais le plus important, c'est d'essayer de traduire cette rencontre, le fruit de cette rencontre, par un plan d'action qui puisse impliquer les différents intervenants pour essayer donc de répondre aux objectifs de cette politique de renouveau rural qui, pour rappel, a 3 principes qui ont été retracés à travers les 4 groupes. C'est d'abord tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait une amélioration de la sécurité alimentaire. Ça veut dire que tout projet initié sur le terrain, toute action, toute activité développée doit apporter un plus. La deuxième préoccupation, c'est effectivement qu'il y ait cette approche participative, intersectorielle, une synergie des acteurs sur le terrain et une participation effective à l'investissement et à l'effort qui est consenti.
Et sans oublier la troisième règle, tout cela ne doit pas se faire au détriment des ressources naturelles qui doivent constituer une préoccupation majeure de l'ensemble de ces acteurs et des pouvoirs publics. Et comme on dit pour clôturer, je souhaiterais d'abord remercier les autorités de la wilaya de Msila qui nous ont permis donc de nous voir ici, de travailler sur des thèmes aussi sensibles. Je tiens donc à remercier les organisateurs, toutes les structures qui nous ont accompagnés, sans les citer. Et bien sûr, avant de clôturer, je souhaiterais donc donner la parole à celui qui nous a accueillis ici. Et j'espère que vous avez pu découvrir. On vous a mis dans une boîte noire hier. On a essayé donc de tirer le maximum. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Au vu du résultat, il fallait vous ramener ici pour vous faire plaisir. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à M. Gharbi. Fadal. Mesdames et messieurs, d'abord je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans une khayma nomade. Je pense que vous avez dû constater que vous êtes sur un site d'une référence, d'un prototype concernant l'agrotourisme spécialement. Alors, c'est des champs, c'est une petite oasis. Nous avons des palmiers dattiers. Nous avons un verger d'olivier, nous avons un autre verger d'abricotier. La fête à laquelle vous avez assisté tout à l'heure, elle a tout le temps existé depuis la nuit des temps. La khayma, elle est là. Lors des moissons, quand on finit les moissons, on fait la fête avec la fantasia, le folklore, la raïta et tout le reste. Alors, je souhaite la bienvenue à tous nos amis, à ces messieurs, dames, à ces mesdames et messieurs qui sont venus de la rive nord, et à nos amis marocains, ainsi qu'à nos concitoyens. Bienvenue à la wilaya de Msila. Marhaban, marhaban, marhaban. Je vous remercie, M. Gharbi. Donc, également, donc, à mon tour, je tiens à vous remercier encore une fois et vous dire donc que le repas d'aujourd'hui est offert par notre ministère, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et je déclare les travaux d'atelier clôturés. Voilà, je vous remercie.